de cessez-le-feu ou de trêve constatée dans la circulation du Covid-19. Le virus poursuit tout de même son bonhomme de chemin, mais le rythme est ralenti. La vigilance et surtout la sensibilisation demeurent une priorité car la pandémie n'est pas encore finie. En RDC, le taux de personnes vaccinées demeure encore faible. Selon les données du comité de la riposte, seulement 1% de la population congolaise a déjà reçu son vaccin contre le Covid-19. Il faut donc intensifier la sensibilisation pour notamment augmenter le taux de la vaccination et espérer atteindre l'immunité collective. État des lieux du Covid-19 en RDC après quelques mois d'accalmie. On en parle dans ce check-up avec le professeur Steve Aouka, incident manager au comité de la riposte à Covid-19. Mais d'abord, ce reportage de Jonathan Tsakala. La prudence doit rester de mise. La maladie à Covid-19 n'est pas terminée, loin s'en faut. Le virus circule encore et même de façon intense. L'allègement des mesures sanitaires fait penser à de nombreuses personnes que la pandémie est quasiment derrière nous. La vaccination reste également une nécessité pour mieux se protéger et protéger les autres. À l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ondjili, le site de vaccination est toujours opérationnel, même si le taux de fréquentation demeure faible. Ce site accueille environ 50 personnes par jour. Avant comme après, les gens continuent toujours à se faire vacciner. Mais pour des raisons diverses. Parce que quand on est en pleine pandémie, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont peur de la maladie. Il y a des gens qui viennent parce qu'il faut voyager, les ambassades et tout. Bon, c'est pour des raisons diverses, bien sûr. Par jour, on peut atteindre un nombre minimum de 50 vaccinés par jour. La vaccination, est-ce juste un moyen de se protéger ou encore de pouvoir circuler librement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays? Autant de raisons qui poussent certains Kinois à se faire vacciner. La maladie de Covid-19 existe. C'est pourquoi je me suis fait vacciner pour éviter que je puisse être attaqué par cette maladie qui est la Covid-19. Je suis obligé de prendre le vaccin parce que c'est une meilleure mesure préventive contre la Covid-19. Lelo bateli biso mangwele japona et protéger biso pour être anticorps na biso ezala vraiment na bopili ki donc makasi même mon PPE ya makasi moi et simanga lisusu ezate depuis na zo vaccin je me sens à l'aise na tika ko zo mapité vraiment na za vraiment très bien. On nous dit que c'est facultatif, il faut prendre le vaccin. Et puis on vous dit que pour voyager c'est imposable à tous. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction? Par rapport à ce que j'avais entendu à la télé, pour se préserver contre la maladie. Je ne suis pas vacciné pour un voyage. Je me suis vacciné seulement pour me préserver. Je me sens qu'il faut que je me fasse vacciner. Parce que vu ce qu'il y a, ça peut encore retourner un mauvais vent qui va nous faire souffrir. Non, moi je crois qu'il faut se faire vacciner parce qu'on voit ceux qui se sont fait vacciner, ils ne sont pas morts et vivent avec nous. J'ai mon grand frère qui s'était vacciné 3 fois. Il partait en Europe, il revient, il est en bonne santé, il vit bien, il fait ses examens qui sortent négatifs. Même si les raisons diffèrent d'une personne à une autre, les médecins confirment que les personnes vaccinées sont protégées et ne développent pas de forme grave. Un vacciné a moins de chances de faire la forme grave. En termes de probabilité, même par rapport aux données que nous avons même dans notre pays, même par rapport à notre CTECO, nous avions eu rarement des vaccinés qui ont fait la forme grave. C'est par rapport à ces avantages que nous encourageons les gens. C'est une vague qui est derrière nous. Ce qui est vrai pour le moment, on est en accalmie, mais on observe, la maladie n'est pas encore derrière nous. On n'a pas encore dit qu'on était en fin de l'épidémie. Pour le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de la riposte à Covid-19 en RDC, mieux vaut prévenir que guérir. Le virologue insiste sur la vigilance par le respect des gestes barrières car le virus circule encore et qu'il est possible qu'il y ait une nouvelle vague suite au rebondissement de l'épidémie dans certains pays comme la France et même la Chine. Sur ce plateau, le professeur Steve Aouka, il est également virologue et incident manager à la riposte à Covid-19 en RDC. Bienvenue sur ce plateau, professeur. Merci. Incident manager à la riposte contre la Covid-19 en RDC. Votre rôle, c'est justement de gérer la pandémie au quotidien. Est-ce qu'on peut savoir la situation de la maladie en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Patricia, et merci à Biwan, une fois de plus, de nous inviter à
à Biwan pour échanger sur un certain nombre de questions en rapport avec la riposte contre la pandémie Covid dans notre pays. La situation de la Covid chez nous est très bonne. Je vais dire, nous sommes vraiment dans la situation où, en moyenne, nous avons moins de 50 cas par jour, ce qui est une très bonne chose. Les hôpitaux, ce que nous appelons les centres de traitement Covid, sont presque vides. Et lorsqu'on compare à la situation il y a vers décembre et début janvier, où nous avons plusieurs cas dans les hôpitaux, donc on peut être heureux d'avoir maîtrisé la 4e vague. Heureux d'avoir maîtrisé la 4e vague, un moment d'accalmie. La population, je dirais, ne respecte presque plus les gestes barrières. Est-ce qu'on doit craindre au fait qu'une vague puisse surgir dans les prochains mois, ou c'est juste un moment de repos et tout va bien? Et effectivement, d'abord, il faut commencer par remercier la population qui, au moment des vagues, ont suivi les mesures barrières. Et c'est grâce à cette collaboration que nous avons pu, ensemble avec les équipes médicales, minimiser l'impact. Il est aussi vrai qu'il peut s'installer une certaine fatigue, c'est normal, ce n'est pas seulement le cas chez nous, mais nous continuons à sensibiliser la population pour leur signifier que la maladie n'est pas encore finie, elle continue, et comme je disais tantôt, elle évolue par vague, et les risques d'une énième vague n'est pas exclu. Professeur, vous dites que vous continuez à sensibiliser la population, mais c'est une sensibilisation qu'on ne sent presque plus. Aujourd'hui, dans le chef des Quinois surtout, on a tendance à dire que la maladie n'existe plus. Pour certains, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, comment convaincre cette population que la maladie existe encore? Non, je pense qu'après 2 années de riposte, chaque Congolais est plus ou moins conscient que la maladie existe. D'une part, parce qu'il a vu autour de lui des personnes qui ont fait la maladie, et d'autre part, les informations sur le plan mondial témoignent de l'existence de la maladie. Maintenant, il y a accepter l'existence ou faire le déni. Et il peut y arriver parce que lorsqu'on considère la maladie comme étant la forme grave, c'est-à-dire être dans un service de soins intensifs, comme souvent à la télé on montre, on peut penser que ça n'existe pas, mais Covid, c'est plusieurs formes, ça va des formes simples, que nous avons la plupart du temps ici, et seule une petite minorité qui peuvent aller au niveau des soins intensifs. Mais nous ne savons pas qui fera la forme simple, qui fera la forme grave. C'est comme ça qu'il faut respecter les mesures, y compris la mesure de la vaccination. Vous aviez un moment parlé de la sensibilisation qui se poursuit, professeur Aouka, mais on ne sent pas cette sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est vrai que dans la ville, lorsque l'on circule, on voit qu'il y a des panneaux avec des messages qu'il faut se faire vacciner, qui devient un peu comme des panneaux publicitaires que les gens ont l'habitude de voir. Est-ce que vous pensez que le message passe correctement au niveau de la population? Oui, c'est vrai que la communication, c'est une activité continuelle qui doit tenir compte de ce qu'on appelle le feedback au niveau des communautés. C'est que les communautés récentes, comment elles appréhendent nos messages, et chaque fois adaptés. Cette adaptation s'est faite au moment des vagues et après les vagues. Nous avons toute une commission qui s'occupe uniquement de la communication et de la sensibilisation. Et c'est vrai, cette communication, elle est apparente à travers le média, à travers les panneaux publicitaires, mais elle est aussi communautaire au niveau de nos relais communautaires qui sensibilisent. Donc, il y a ce que vous, en tant que, voilà, je vois, médias, vous voyez, mais il y a aussi l'action au niveau des communautés. Et peut-être ce que vous, et selon les retours que nous avons, au fur et à mesure qu'il y a des vagues, au fur et à mesure que nous sensibilisons, au fur et à mesure les gens croient de plus en plus. Nous, en tant que médias, nous avons eu des retours du fait que la communication est trop francophone. Professeur Steve Aouka, vous, en tant qu'incident manager, quel est le retour que vous aviez eu pour améliorer cette communication? C'est comme ça que nous travaillons dans nos langues vernaculaires, nous travaillons dans les langages que comprend la communauté et avec les agents. Les relais communautaires sont des agents de communauté.
Madame Patricia, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication a un des volets. Il y a l'information, et vous êtes mieux placé, mais aussi les changements de comportement. Les personnes peuvent avoir obtenu l'information, les changements de comportement, parfois à quelques contraintes culturelles, sociales, et parfois lorsque le risque disparaît, comme maintenant on est dans la période d'accalmie, parfois aussi, comme je disais, il y a une baisse. Mais cela n'explique pas que nous ne communiquons pas. On continue à communiquer, et même pendant cette période ici d'accalmie, nos équipes sont sur le terrain en train de sensibiliser. Les équipes sont en train de sensibiliser, et là où la communication a vraiment du mal à passer, professeur, c'est au niveau de la vaccination. Plus d'une année déjà, elle demeure timide. Je dirais 1% de la population a déjà accepté de se faire vacciner. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, la communication passe parfaitement? Est-ce que vous ne craignez pas que la population ne puisse jamais accepter cette vaccination? Non, c'est ça notre travail, c'est de faire comprendre à la communauté, à la population, le bien fondé d'une stratégie. Les résultats peuvent venir lentement, très lentement, ou très rapidement. Mais ici, l'important, c'est de considérer le bien pour la population. Et la population est constituée d'individus. Et si chaque individu comprend, parce que la compréhension est très capitale pour le changement, pour l'adhésion, pour l'adhérence. C'est comme ça que nous continuons. Donc, c'est vrai sur le plan numérique, on s'attend à ce que nous allions. Mais quand on parle de moins d'1%, on a quand même vacciné à peu près, pour la première dose, plus de 800 000 personnes. Donc, ça veut dire que nous avançons. Il y a des provinces qui ont vraiment vacciné et nous continuons à adapter les stratégies. Comme vous savez, c'est une maladie qui a eu beaucoup de problèmes de communication dès le départ. Oui. Donc, les résistances, les réticences ne sont pas forcément liées à la vaccination, mais c'est lié à la maladie elle-même qui a été au départ liée à plusieurs réticences. Et jusqu'à aujourd'hui, des fausses informations circulent encore, beaucoup de rumeurs autour de la vaccination. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un frein à cette vaccination? Ces réticences, j'allais finir, ne sont pas spécifiques à notre pays. C'est lié dans beaucoup de pays africains et même dans beaucoup de pays européens, ou occidentaux, je veux dire. Mais le plus important, c'est de continuer à adapter les stratégies. Comme vous disiez tantôt, plus communiquer dans les langues vernaculaires, dans les langues nationales. Comme vous disiez, il faut approcher les gens dans leur communauté, mais aussi, comme vous avez vu, avec le point de vaccinations, nous mettons maintenant ce qu'on appelle des vaccinodromes, pour que les gens ne puissent pas faire de longues distances, mais au coin de l'avenue, dans les quartiers, qu'ils puissent avoir toutes les informations, mais aussi le vaccin. Professeur, est-ce que c'est indispensable de se faire vacciner? Alors, la vaccination a toujours été une des stratégies pour gérer les grandes crises. Aujourd'hui, nous peut-être on n'a pas connu ça, mais nos parents ont connu la variole. Mais la variole a été contrôlée grâce à la vaccination. Il y a la polio, qui, il y a moins de 20 ans dans notre pays, il y avait beaucoup de cas. Et aujourd'hui, c'est grâce à la vaccination que nous avons contrôlé. Et on peut citer comme ça beaucoup de maladies. Donc, et la Covid ne fait pas exception. Et maintenant, il appartient à nous, experts de la santé, d'expliquer davantage. Ces explications vont arriver progressivement. Déjà, je vous dis, la perception que les gens avaient l'année passée sur la vaccination, maintenant, ça a changé. C'est-à-dire qu'on progresse. Peut-être la vitesse n'est pas aussi grande parce que, comme j'ai dit, la maladie évolue par vagues. Les craintes, les engagements des gens sont parfois différés parce que quand on est en période d'accalmie comme maintenant, on pense que la maladie est finie. Mais ça, c'est comme ça que nous, on multiplie les stratégies, on innove pour pouvoir atteindre le maximum des gens. Regarde ce qui se passe dans certains pays occidentaux. Pour avoir vacciné, même quand il y a des vagues, il y a des gens qui sont atteints, mais il y a très peu de gens qui sont en soins intensifs. Ça veut dire que le vaccin protège les gens
à ne pas faire des formes graves. Je veux revenir sur ce point-là, sur l'importance de la vaccination. Mais professeur, vous disiez que vous innovez. Des vaccinodromes qu'on retrouve aujourd'hui dans nos communautés, plus proches de nous, je dirais. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on parlait de la péremption de vaccins, que ce sont des vaccins qui sont périmés, ce sont des vaccins qu'on ne peut plus utiliser. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sûr de la conservation et de la qualité des vaccins qui sont aujourd'hui à la portée de tout le monde? Non, nous avons un programme de vaccination qui fait d'office des bras armés qui s'occupent de cette vaccination, qui a une très grande expérience dans la gestion des vaccins. Il ne gère pas seulement les vaccins contre la Covid, il y a les vaccins anti-tuberculeux, le rougeole, ainsi de suite, fièvre jaune. Donc c'est à la même équipe et à laquelle nous faisons totalement confiance. Vous parlez de vaccinodromes, vous parlez des sensibilisations, des messages en utilisant les langues vernaculaires. Je parlerai des grands mots, des grands remèdes, Dr Steve Aouka. Est-ce que des grands remèdes sont utilisés pour pousser la population à se faire vacciner? Oui, comme j'ai dit, pour une maladie comme la Covid, très compliquée, il y a toujours, il faut adapter les mesures, les innovations en tenant compte de leur acceptabilité par rapport à la population, mais aussi des moyens que nous avons et des dispositifs sanitaires que nous avons. On ne peut pas nous comparer aux autres pays. Et c'est comme ça que nous mettons progressivement en place. C'est dont je parle des vaccins, ce sont des stratégies qui sont déjà effectives. Mais il y a aussi d'autres stratégies que nous imaginons de manière ciblée. Vous savez, maintenant nous savons que la maladie atteint de manière spécifique tel type de population, mais ceux qui en meurent sont les gens d'un certain âge avec comorbidité. C'est aussi une population cible que nous allons cibler, excusez les tautologies, pour pouvoir augmenter les chances à ces gens, même s'ils font la maladie, de ne pas aller en soins intensifs et de ne pas en mourir. Donc, il n'y a pas une baguette magique, mais il y a plutôt cette adaptation continuelle des stratégies, de manière à atteindre une plus grande couverture et éviter au pays d'avoir des drames comme on a eu dans les précédentes vagues où des personnalités importantes ont été emportées parce qu'on n'a pas été préparé. Professeur Steve Aouka, sous d'autres cieux, on ne va peut-être pas comparer ce qui se passe ailleurs et en RDC, mais on essaye quand même de voir ce qui se passe ailleurs, même si une autre vague arrivait. Sous d'autres cieux, on promet déjà de ne plus confiner parce qu'il faudrait vivre avec la maladie. Mais que va-t-il se passer ici en RDC? Est-ce que des stratégies sont déjà mises en place au cas où un prochain variant refaisait surface ici en RDC? Qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que le couvre-feu va revenir? Est-ce qu'on va réconfiner la capitale ou encore la zone de la Gombe? Parce que c'est là qu'il y a plus de cas. Qu'est-ce qui va se faire dans les jours à venir? Non, déjà notre rôle à nous, c'est d'empêcher que les vagues n'arrivent. C'est comme ça que bien que nous sommes en académie, nous continuons à surveiller. Il y a cette surveillance qui porte au niveau des frontières. Les gens qui partent du pays sont testés pour empêcher l'exportation de la maladie, tout comme ceux qui viennent des autres pays sont testés pour empêcher l'importation. Nous faisons en sorte que tous les cas qui sont suspects de notre système puissent être testés et suivis, et les positifs sont isolés et traités. Donc, c'est ce que nous faisons et on continue donc à surveiller tous les paramètres. Et si la vague arrive, nous sommes préparés parce que ça sera la 5e fois d'y faire face. Nous avons nos hôpitaux qui sont équipés, nous avons des protocoles très clairs et nous avons maintenant même pu réduire la mortalité à peu près de 10% qu'on avait au mois d'avril 2020. Aujourd'hui, on est autour de 1,9, 1,7. Donc, nous avons cette capacité à pouvoir gérer les cas sans pour autant recourir à des mesures non médicales et administratives comme ce fut le cas des confinements et des couvre-feux. Donc, pour le moment, ces mesures ne sont pas à l'ordre du jour parce que nous pouvons gérer les choses de manière. Et aussi, si la majorité des gens étaient vaccinés,
ces mesures n'allaient même plus avoir lieu d'exister parce que avec une bonne couverture, avec la prise en charge et la surveillance, on est sûr de minimiser très sensiblement l'impact d'une vague. Une bonne couverture immunitaire, je dirais l'immunité collective, c'est ce que l'on espère tous atteindre. Professeur, est-ce que vous pensez que la RDC pourrait atteindre cette immunité collective comme c'est déjà les cas dans d'autres pays? Je ne dirais pas qu'ils ont déjà atteint, mais qu'ils sont sur la voie d'atteindre cette couverture, cette immunité collective. Est-ce que vous pensez que la RDC pourrait atteindre cette immunité collective, je dirais, dans les prochains mois? Non, je pense qu'il serait intéressant de considérer les choses de manière simple. Si la majorité des gens sont vaccinés et qu'ils empêchent la circulation du virus, nous pouvons arriver à minimiser. Donc, il ne faut pas que l'atteinte de l'immunité collective soit comme un idéal, non. Ici, l'objectif, c'est que la majorité des gens puissent être vaccinés et qu'ils puissent empêcher la dissémination excessive du virus dans la communauté. Alors, nous travaillons pour que la majorité des Congolais puissent comprendre le besoin de se faire vacciner. Et je pense que, comme je disais, c'est vrai, on dit on est à un peu voire près de 1%, mais il faut aussi considérer la grandeur du pays. Nous sommes à plus de 80 millions d'habitants. Si nous vaccinons 800 000 personnes, c'est une goutte d'eau. Si on compare avec un pays qui a 2 millions, si on a vacciné 200 000, 300 000, ils sont à autant de pourcents. Donc ce sont des notions assez, qui peuvent être discutées dans un certain niveau. Mais ce qui est important, c'est la compréhension du rôle du vaccin, pas seulement pour Covid, mais pour toute maladie qui menace non seulement la quiétude, mais aussi les sociales de la population. Donc pour vous, on est sur la bonne voie? Je pense que si nous continuons, parce que les prévisions nous font dire que Covid est encore là. Et nous pensons que si nous continuons, nous allons évidemment en mettant les stratégies. Les changements de comportement, c'est un fait qui arrive dans le temps. Et nous pensons que de plus en plus les gens vont comprendre que la maladie existe, que les risques de cette maladie existent, que les conséquences existent et qu'une des solutions faciles, moins coûteuses, c'est la vaccination. Professeur, nous avons recueilli quand même les avis des Kinois qui estiment que ce n'est pas important de se faire vacciner. Ils ne trouvent vraiment pas, ils ne sont pas convaincus, comme je le disais au début de cette émission. Comment convaincre la population quinoise? Certains pensent qu'il suffit simplement de respecter les mesures, les gestes barrières, c'est-à-dire se laver correctement les mains avec du savon, ne pas s'embrasser, tousser au niveau de son coude. Et ils disent que si vous respectez cela, vous n'allez déjà pas contracter la maladie. Donc ça ne sert à rien de se faire vacciner, d'autant plus que vous insistez sur la vaccination. Comment essayer de faire l'équilibre entre les deux messages? Non, toutes les mesures que nous prenons sont complémentaires. Il va de soi que lorsqu'on veut respecter les gestes barrières, on a la bonne volonté, on va les respecter, mais ça ne serait pas à 100%. Ça c'est clair. Ne serait-ce que dans le ménage, quand on est à la maison, toute la vigilance qu'on a quand on sort tombe. Or, le virus, lui, ne tombe pas dans ces circonstances-là. Quand nous allons au restaurant, les gestes barrières aussi ne tombent pas parce qu'on veut, mais parce que les circonstances les font comme telles. Donc, toutes les mesures que nous prenons sont complémentaires. Et la vaccination complète ces mesures barrières et vient pour renforcer. Au moment où on peut être distrait, alors si les virus passent, alors ils trouvent une immunité. C'est ainsi que c'est important de continuer. Il n'y a pas une mesure prioritaire, toutes les mesures sont complémentaires et c'est ça que nous prenons et que nous conseillons.
L'Organisation mondiale de la santé appelle les pays africains, professeur Aouka, à booster la vaccination pour atteindre 5%, je dirais, d'ici le premier semestre de l'année 2022. Nous, on est encore à 1%, même si vous dites que vous estimez que nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que vous pensez que nous allons, d'ici le premier semestre de l'année 2022, c'est déjà dans 2 mois, atteindre ce pourcentage? Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. L'Union africaine a émis un vœu et sûrement contribue dans les moyens. Et nous, notre travail, c'est effectivement de matérialiser ces vœux-là. Et nous travaillons dans ce sens-là. Et nous mettons toutes les chances de notre côté en ciblant et en adaptant notre communication de manière à ce que les gens deviennent de plus en plus ouverts et accessibles, mais aussi en disponibilisant les vaccins le plus près de la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le vaccin, beaucoup de gens qui veulent être vaccinés, parfois qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quel vaccin avoir, qui ne savent pas ces vaccins, c'est pour quel... Et c'est dans ce sens-là que j'avais écrit, et vous vous souvenez, un livre pour essayer de répondre à toutes ces questions. Et ce livre est traduit en 4 langues pour que toute personne intéressée puisse avoir les informations essentielles et se décider. Est-ce que vous pensez qu'ils arrivent quand même à avoir toutes ces réponses dans ce livre que vous aviez mis à la disposition de toute la population? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lire et c'est plutôt d'encourager la population à lire davantage. Et surtout en tant qu'enseignant, je pense que la lecture amène plus d'informations que par rapport aux réseaux sociaux. Parce que la lecture d'un livre qui est référencé a une origine et une source qu'on peut vérifier comparé aux informations des WhatsApp qui parfois amènent plus de confusion. Professeur Steve Aouka, quels sont les vaccins qui sont disponibles aujourd'hui en RDC? Alors, les vaccins qui sont actuellement, que nous avons eus, qui sont disponibles ou qui ont été disponibles ou qui vont être disponibles sont au nombre de 5. Nous avons on a commencé avec le vaccin AstraZeneca, qui a été donné à plusieurs personnes. Ensuite, nous avons eu les vaccins Moderna, on a les Pfizer, nous avons les Johnson, et on a les vaccins Sinovac et Sinopharm. Donc, je pense que tous ces vaccins sont disponibles et nos autorités sanitaires ont fait en sorte que chaque Congolais puisse avoir les droits de faire un choix sur les vaccins qu'il veut avoir. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on n'a pas à se comparer. Si on a les informations, on se décide tous seul. Par exemple, moi, j'ai reçu les Moderna, les 2 doses, et il me semble que je suis encore vivant, donc je conseille les gens à se faire vacciner. Nous sommes tous vaccinés et nous sommes encore vivants. J'espère que les autres vont suivre l'exemple et vont aussi se faire vacciner. Mais professeur Aouka, puisque vous êtes là sur ce plateau, j'aimerais quand même que vous puissiez rappeler à la population qui vous suit les dernières mesures qui ont été prises, notamment pour les voyageurs. Aujourd'hui, avant de voyager, que faudrait-il avoir? Est-ce que si on est vacciné, il faudrait encore faire le test PCR ou carrément avec sa carte de vaccination, on peut aller quitter la République démocratique du Congo pour un autre pays? Alors là, je dois rappeler les dernières mesures qui ont été prises, actualisées le 14 février. Et je précise que ces mesures peuvent changer avec l'évolution de la situation épidémiologique chez nous, mais aussi au niveau international. Et comme vous le savez, actuellement, nous avons des flambées en Asie, particulièrement en Chine. Nous avons aussi des flambées en Europe. Et vous savez que le mouvement des voyageurs entre la Chine et la RDC, mais aussi entre l'Europe, où nous avons beaucoup de nos compatriotes qui y vivent et qui viennent ici pendant les vacances. Donc, ces 2 facteurs peuvent faire en sorte que nous puissions être amenés à réadapter les mesures, mais on n'en est pas encore là. Actuellement, pour tous les voyageurs sortant du pays, l'exigence d'un test PCR est de mise, qu'ils soient vaccinés ou pas.
ceci est tout simplement dû au fait que nous devons respecter les règlements sanitaires internationaux qui imposent pour ne pas importer la maladie, exporter la maladie ailleurs. Par contre, pour les gens qui entrent dans le pays, tous ces gens doivent faire le test au départ, dans leur pays de départ, et à l'aéroport, au point d'entrée, soit l'aéroport ou autre, si la personne est vaccinée, il passe sans problème. Mais il présente quand même son test. Il présente son test qu'il a fait au départ et il présente sa preuve de vaccination, quels que soient les vaccins, mais la dose complète. Alors, pour les gens qui ne sont pas vaccinés, une exigence de test négatif à l'entrée. Et là, nous sommes contents parce que la plupart des voyageurs qui reviennent, la majorité maintenant est vaccinée. Alors, pour les vols domestiques, toute personne qui est vaccinée et qui va en province n'est pas obligée de faire un test Covid. Par contre, ceux qui ne sont pas vaccinés sont obligés. Donc voilà les mesures qui sont actuellement en vigueur. Et voilà, l'objectif c'est que quand une personne est vaccinée, c'est que la personne contamine moins. Donc les risques qui transmettent la maladie est aussi amoindri. Mais comme j'ai dit, ces mesures sont aussi adaptées parce qu'il y avait une accalmie, que ce soit une accalmie locale, mais aussi une accalmie internationale. Maintenant que nous avons des flambées, on doit réévaluer ces mesures parce que nous devons protéger le pays. Le professeur Mouyembe disait lors d'une de ses sorties qu'on pourrait s'attendre à une vague d'ici ce mois d'avril, ou vers la fin du mois d'avril. Est-ce que vous pensez que la population doit commencer déjà à se préparer à une vague? Non, la préparation doit être permanente, aussi longtemps que la maladie continue à travers le monde. Vous savez, c'est un mal des voyageurs et ce qu'on ne peut pas empêcher à l'humanité actuelle, c'est de voyager. Et aussi longtemps que les gens vont voyager, il y aura la propagation de la maladie aussi. C'est comme ça que dans nos prévisions, nous savons que si le mois où les gens voyagent beaucoup, pendant les vacances de printemps et les vacances d'été, mais aussi les vacances d'hiver. Et nous avons une grande communauté qui reviennent. Et si maintenant ces mouvements coïncident avec les vagues en Europe, c'est logique que nous puissions avoir. Mais ici, notre objectif c'était d'empêcher ces vagues-là. Donc, c'est comme ça que nous nous préparons déjà. Nos équipes sont en alerte. Nous retravaillons sur les nouvelles mesures pour essayer d'empêcher qu'une vague puisse encore venir. Professeur Steve Aouka, on va finir cet entretien, mais j'ai quand même une question. Je disais au début que vous êtes incident manager, donc vous avez la gestion du Covid-19 au quotidien ici en RDC. Quelles sont les leçons apprises de cette pandémie que vous avez appris et qui vont vous permettre de réadapter votre communication pour les prochaines années ou les prochains mois qui arrivent? Merci pour cette question, elle est vraiment intéressante. Vous savez, il y a beaucoup de leçons que nous avons apprises, que ce soit sur le plan épidémiologique, sur le plan managérial. Mais personnellement, ce que j'ai reçu comme leçon majeure, c'est qu'en tant que pays, nous devons compter que sur nos propres ressources et nos propres moyens. Car cette pandémie nous a appris que lorsque elle attaque tout le monde, il n'y a personne sur qui compter. Lorsqu'on compare avec la crise Ebola, la crise rougeole ou choléra, où nous avons... Il y a eu des soutiens de l'aide extérieure. Oui, et ce soutien était immédiat. Je vais dire. Mais pour la Covid, ce soutien n'était pas immédiat parce que tout le monde avait été atteint. Donc, et nous sommes retrouvés... Tout le monde était atteint, il n'y avait pas de possibilité d'exporter, d'évacuer les malades parce que les vols étaient supprimés, suspendus. Donc nous devions compter sur nos propres moyens et c'est ça la grande leçon, c'est-à-dire qu'il faut renforcer notre système de santé,
de manière à nous prendre en charge nous-mêmes sans compter sur l'aide extérieure. Il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut imaginer des stratégies propres en tenant compte de notre culture, mais aussi des moyens qui nous sont disponibles. Et lorsqu'on combine ces deux notions, je pense que ces deux leçons, évidemment à côté de beaucoup d'autres, je pense que les prochaines crises pourront être davantage mieux gérées. Merci beaucoup, professeur Steve Aouka. Nous retenons également qu'il faut vraiment miser sur les moyens locaux. Il faut avoir de services de santé résilients. Il ne faut pas faire du copier-coller. Merci pour ces précisions. Nous espérons que nos autorités vont également noter ces éléments pour améliorer, je dirais, nos campagnes de riposte pour les prochaines années, pour les autres épidémies qui peuvent surgir et ressurgir. Merci à vous, professeur Steve Aouka, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes incident manager à la riposte contre le Covid-19 ici en RDC. Vous êtes également médecin virologue et expert en vaccinologie. Vous êtes aussi écrivain et auteur du livre intitulé « L'essentiel sur la vaccination contre le Covid-19 ». Alors c'est la fin de ce check-up. Je vous retrouve très prochainement sur BioOne Télévision.